Rebienvenue à notre autre cours de B07. Donc, on entame aujourd'hui la deuxième partie du cours qui va nous toffer jusqu'à la fin de la session. Donc, maintenant qu'on a une un bon grasp de la programmation orientée objet, on va être capable d'utiliser ces éléments-là pour être capable de travailler avec des bases de données, pour être capable de créer des applications qui vont interfacer avec des bases de données, puis pour être capable de faire des manipulations qui sont plus axées sur des sets de données. Donc, dans les prochaines semaines, on va aller regarder comment se connecter à des bases de données, puis comment avoir les informations des bases de données qui sont représentées à l'intérieur de nos programmes en C#. Avant de faire ça, par contre, on va passer par une dernière petite euh, nouvelle syntaxe. En fait, on va voir que ça va être une nouvelle syntaxe pour le C#, mais ça va être une syntaxe qui devrait quand même vous être grandement familière. Donc, il existe un type d'expression, donc une manière de générer des données, une manière de générer des variables qui va nous permettre de faire des requêtes sur un set de données. Donc, très similairement avec les requêtes que vous faites dans le langage SQL. Puis on va voir qu'il y a beaucoup de similitudes avec ce langage-là. Donc, le principe, c'est que on est capable de faire ces mêmes genres de requêtes-là avec de la programmation procédurale, là, comme on connaît, avec des if, avec des boucles, avec différents éléments qu'on a vus. Mais on va voir que ça va être beaucoup plus convivial, puis ça va être beaucoup plus facile de travailler avec les requêtes d'expression. Je vois que le titre de notre affaire n'est pas le bon. Je vais aussi aller changer ça. C'est link ici. OK. Donc, le principe, c'est qu'on va regarder les requêtes, les expressions qui sont des requêtes, les requêtes d'expression qu'on appelle, qui va utiliser un sous-langage du C# qui va grandement ressembler au from, select, et ainsi de suite du langage SQL. Donc, il existe le langage LINQ, OK? Donc, qui est Language Integrated Queries, donc Language Integrated Queries, qui me permet de représenter ce qui va ressembler à être des requêtes d'SQL, mais directement en C#. Puis lui, derrière, il va générer le code, il va faire les bonnes opérations en C# pour trouver les bonnes informations, puis retourner qu'est-ce que nous, on veut avoir. Donc, le principe ici, c'est que euh, quand on va vouloir faire nos interfaces à nos bases de données, on a notre programme en C#, on a notre base de données, puis là, nous autres, on va vouloir faire comme une espèce de pont entre les deux. Fait que si on regarde qu'est-ce qu'on a dans les bases de données en ce moment, on a des tables, puis dans les tables, on a une série de colonnes, puis dans chacune des colonnes, dans chacune des tables, pour chacune des colonnes, on a des lignes qui vont représenter comme un enregistrement, comme une valeur avec les différentes informations qu'il y a dans la colonne. Fait que je pourrais avoir une table employée, puis on aurait une colonne ID, puis une colonne nom, puis une colonne salaire, puis après ça, on aurait une ligne pour chacun des employés. Ben, si on regarde qu'est-ce qu'on vient tout juste de faire dans l'examen intra, ben, ça ressemble pas mal à qu'est-ce qu'on vient de faire là. On avait la compagnie qui avait en fait une liste d'employés. Puis l'employé, c'était quoi? C'était une série de caractéristiques qui étaient son numéro d'identification, son nom, son salaire. Donc, on peut voir ici qu'il y a une espèce d'homologue entre les deux, là.
Le principe, c'est que quand on a une table avec différentes colonnes, le principe, c'est que c'est une série de caractéristiques qui vont être typées. Donc, on va voir qu'on va pouvoir représenter ça, chacune des lignes, chacun des enregistrements, comme étant un objet d'une classe. Hein? Donc, je vais pouvoir représenter chacun des employés, chacune des lignes, comme étant un objet. Puis là, comment je vais faire pour regrouper ces objets-là? Ben, je vais avoir des collections. Hein? Comme on a vu des tableaux, on a vu les listes. Hein? Une liste d'employés où l'employé, c'est une classe. Ben, ça va être la même information qu'une table d'employés avec les employés à l'intérieur, dans une base de données. Donc, on peut voir ici qu'il y a un homologue là, entre le C# puis les bases de données. Puis nous autres, on va vouloir être capable de faire le pont entre les deux pour être capable de faire des modifications, faire des programmes qui sont plus complexes en C#, puis être capable de retransférer ces informations-là au niveau de la base de données. Donc, notre première étape, ça va être de regarder les expressions de requête. Le principe ici, c'est que ça va être pour faire des selects. OK? Donc, le principe, c'est que ça va être de la lecture d'informations. On n'aura pas de modification d'informations. Il n'y aura pas de insert ou des choses comme ça pour l'instant. On va juste vraiment regarder comment prendre une source d'information puis en ressortir une partie spécifique. Fait que quand on travaille avec les expressions de requête, ce qu'on appelle en anglais les query expressions, le principe, c'est qu'il va falloir travailler sur quelque chose qui ressemble à une table. Hein, quelque chose qui va être une liste hein, ou un tableau d'éléments qui vont être que je vais pouvoir travailler avec. Donc, pour être capable de dire je suis capable d'avoir une liste d'éléments, ce qu'on va dire en fait, c'est qu'ils sont énumérables. Donc, on va travailler ici avec les requêtes, puis les choses qui sont énumérables, donc qui ont une interface énumérable, vont pouvoir travailler avec les expressions de requête. Donc, dans qu'est-ce que nous, on connaît qui sont énumérables, il y en a d'autres par la suite, là, mais les listes sont énumérables. Les tableaux hein, avec les crochets carrés sont aussi énumérables. Donc, en fait, toutes les collections que nous, on connaît, ils implémentent déjà cette interface-là, puis vont pouvoir représenter vont pouvoir utiliser les requêtes d'expression. Fait que là, on va aller regarder une panoplie de différentes requêtes possibles. Pour être capable de faire ça correctement, il va nous falloir quelque chose d'énumérable. Il va nous falloir un tableau hein, ou une liste de différents objets. Donc ici, on va se créer juste quelques petits données, des données de base avec lesquelles on va travailler par la suite. Donc, on va se créer deux classes. Une classe qui représente un camion quelconque, qui a un numéro d'identification. Puis ici, on met les get et les set, là, mais c'est juste pour dire, on ne les utilisera pas nécessairement. Donc, le camion a une position cartésienne. OK, donc une latitude, une longitude, mettons. Là. On a un nombre maximum de colis dans le camion. OK, fait que c'est un camion de livraison. Puis, on a un nombre de colis courants dans le camion. Puis finalement, le camion va être conduit par un conducteur quelconque qui va être représenté par un numéro d'identification. Ici, on peut voir, hein, on set up des choses pour faire des choses semblables à des bases de données. Une des choses qui est intéressante dans les bases de données, c'est le principe de relation, hein, dans les bases de données relationnelles, le principe de relation, d'être capable de faire des jointures de table, d'avoir une table hein, qui a le numéro d'identification du conducteur, puis que ce conducteur-là
je peux avoir le restant de ces informations dans une autre table, c'est des choses qui pourraient être intéressantes. Fait qu'on va justement se faire une deuxième classe qui va parler des conducteurs qui vont avoir leur identification, leur nom et la division dans laquelle ils travaillent, qui est juste un nom. OK? Puis à partir de là, on va vouloir se créer des éléments énumérables, dans ce cas-ci des listes. Donc, on va se faire une liste de camions. Puis à l'intérieur, on va rajouter des camions. Fait qu'ici, on peut je vais juste copier cette partie-là. Donc, on peut voir que j'ai 3 camions, hein, le ID1, ID2, ID3, avec, ils ont tous maximum 100 camions, 100 colis, pardon. Puis, il y en a un qui en a 50, il y en a un qui en a 75, il y en a un qui a 0, puis ils sont conduits par le conducteur 1, le conducteur 1 et le conducteur 2. Fait qu'on va se faire la même chose après ça pour les conducteurs. Puis, on va avoir quelque chose qui va juste m'afficher le Hello World pour l'instant. Mais si, admettons, je veux afficher les camions, hein, je pourrais faire un for each qu'on avait vu. Donc, moi, je veux les trucks. Et si je fais un right line de truck, on voit qu'il affiche les éléments. Là, si je veux avoir plus d'informations sur quel camion qui était sélectionné, hein, si on est en train de tester des choses, on va se donner un petit peu plus de joie de vivre. On a le toString, hein, qui me permet de changer la manière que c'est affiché quand je l'affiche à la console. Donc ici, on peut se donner un petit peu d'aide en disant, on va se donner le ID du truck. On va mettre après ça les positions XY. On va mettre le nombre de parcelles sur le nombre max. Et après ça, on va juste mettre le driver ID. En changeant le toString, ça va changer la manière qu'on affiche les choses. On peut voir ici que c'est les camions 1, 2, 3, sont à leur position. Il y a 50 sur 100, 75 sur 100, 0 sur 100, c'est conduit par le 1, le 2. Et on a maintenant quelque chose de assez tangible qu'on va pouvoir facilement travailler avec. Ici, en passant, je vais utiliser quelque chose qu'on va commencer à utiliser un petit peu plus avec les expressions de requête, qui va être le mot-clé var. Donc, le mot-clé var, c'est une manière de déclarer une variable sans avoir à déclarer son type. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est que lui, le programme va regarder qu'est-ce que je mets là-dedans, là, puis il va automatiquement gérer le bon type. Donc là, on va travailler avec des requêtes qui vont générer un paquet de différents types. Fait que des fois, c'est plus complexe de se souvenir quel type c'est quoi. Donc, j'ai juste à marquer var, puis ça va automatiquement sélectionner le bon type. Si je veux savoir c'est quoi, je peux toujours, une fois que j'ai fini d'écrire le code, mettre mon petit curseur par-dessus. Ça me dit que c'est des trucks. La classe truck.
Fait que, OK, on a nos différents camions, on a une structure de données avec laquelle on peut commencer à faire des choses. Donc, on va regarder comment est-ce que fonctionnent les expressions de requête. Fait que le principe est assez simple. Ça ressemble grandement à des requêtes SQL. Fait qu'on va voir que les mots-clés sont très semblables. Fait que la commande de base, je utilise le mot-clé from pour me créer une clause. Hein, donc, exactement comme en SQL, on va avoir une série de clauses, hein, from, order by, where, blablabla. Bla, bla. Puis, ensemble, ça va me permettre de générer une série d'informations. Donc, je peux avoir le from qui va me générer à partir d'une source de données. OK? Donc, ici, je vais avoir une source de données. OK? Donc, quelque chose d'énumérable. Puis, j'utilise la même syntaxe qu'avec le for each. Je mets une variable intermédiaire, un nom de variable intermédiaire, qui va représenter, en fait, chacun des éléments de cette collection-là. Hein, donc, de la même manière qu'on sélectionne une colonne ou l'objet, ça ici, c'est comme sélectionner l'objet au complet. Okay? C'est similaire à étoile en SQL. Fait que j'ai mon from, puis une fois que j'ai le from, je peux avoir le select qui va me dire pour chacun de ces éléments-là, mettons, on peut le même mettre sur des lignes individuelles, qu'est-ce qu'on va sélectionner. OK? Donc, on peut voir ici, puis on peut voir que c'est en gris, là, ça me dit c'est quoi le type qui va être utilisé. Donc, je peux voir que mon T, ça va être un truck. Puis, je peux voir ici que la variable everything, ça va être un énumérable de truck. Donc, le principe ici, c'est que ça fait sa propre collection qui est juste énumérable. Derrière, on ne sait pas si c'est une liste, si c'est un tableau, c'est pas grave. C'est énumérable. Puis tant que c'est énumérable, je peux faire pas mal ce que je veux avec. Là. Fait que si je refais. Fait que là, ici, on va se faire un petit. On se refait un autre for each. On prend le everything. Puis à l'intérieur, on se fait un console.writeLine. Fait que on peut voir ici que là, j'utilise plus directement ma liste que je m'étais créée initialement. J'utilise le résultat de ma requête. Dans ce cas-ci, hein, on a juste un select tout seul. Fait que ça va sélectionner le T à l'intérieur. On peut voir ici aussi que l'ordre hein, est différent de ce qu'on s'attend en SQL. Nous, on a le from qui va toujours être en premier. Puis après ça, on a le select. OK? Puis si on exécute ça, on va voir que ben, ça l'a juste tout sélectionné. Donc, on va voir qu'on peut rajouter des choses, on peut sélectionner des parties. Là, c'est juste l'élément fondamental de la requête. Une question de Yavia. Oui, quel est le but de la variable everything here? Mhm. En ce cas-là, quelle est la différence? Pourquoi? Ben, en fait, ici, il n'y a, pas de différence avec le trucks parce que ça sélectionne tout. C'est juste le nom que je donne au résultat. Là. Mhm. Hein, le fait que je sélectionne tout, c'est pour ça que je l'ai appelé everything. Est-ce que ça répond à ta question ou c'est pas encore clair? Oui, non, mais seulement, quel est le but de le faire de cette manière-là si on compare avec le for each track and track? Mhm. Là, la prémisse, c'est juste la requête initiale. Là. En ce moment, on va voir qu'après ça, on va pouvoir rajouter des choses. Puis c'est là que ça devient intéressant. Là, c'est juste comme un départ. Là. OK? C'est juste pour commencer à voir la syntaxe. Ah, ok, d'accord. Parfait.
Donc, on a ensuite, justement, qu'on peut faire des choses autres que juste sélectionner le truck au complet. OK? Donc, fait que si je veux, je peux me créer, puis là encore une fois, j'utilise le from. OK, on a les trucks. Puis quand je fais le select, je peux partir du from, hein, partir de mon élément, mais à partir de là, je peux aller chercher juste une des informations. Hein, donc, si je veux juste les ID des trucks, je peux utiliser le from comme si c'était le nom, hein, de la table, puis aller chercher à l'intérieur la colonne, hein, si on fait les références au SQL. Là. Mais là, ici, ça va être d'aller chercher la propriété spécifique que je vais aller chercher. Puis là, ce que ça va me faire, hein, c'est quoi le nom? C'est les IDs. On voit que c'est un énumérable de int. Donc, le principe ici, c'est que ça va aller chercher tous les numéros d'identification des différents trucks. Donc, si dans cette partie-là, je refais un for each, puis qu'on va chercher les IDs. Ah, donc là, ici, c'est différent parce que j'ai plus un énumérable d'objets. Hein? J'ai une énumération de juste une seule valeur, de juste des int. Fait que là, ici, j'ai réussi à aller chercher une sélection spécifique qui est juste le numéro d'identification, qui me permet après ça de travailler juste avec cette partie-là spécifique sans avoir de problème. Puis, en fait, le select est capable de faire pas mal tout ce que le select du SQL est capable de faire, là, ce qui est pas mal n'importe quoi à un niveau d'expression. Donc, le principe, c'est je peux avoir d'autres variations. Admettons que j'ai besoin d'un résultat textuel. Mon from TN Trucks, je sélecte, puis là, je peux moi-même créer, mettons, une chaîne de caractères qui va dire la chaîne de caractères, je veux avoir le nombre de parcels sur le nombre de max parcels. Fait que je pars de ma liste de camions. Pour chaque camion, je vais sélectionner une chaîne de caractères. La chaîne de caractères, ça va être quoi? Ça va être le nombre de colis avec un petit slash, le nombre de colis maximum dans le camion. Fait que, on peut voir ici que c'est une énumération de chaînes de caractères dans ce cas-là. Fait que si on reprend le même principe, si on regarde le résultat de tout ça, on a comme résultat pour chaque camion une génération d'une chaîne de caractères qui me permet de aller chercher cette chaîne-là dans un autre boucle qui me permet de passer au travail. Fait que ici, j'ai des chaînes de caractères qui vont être affichées. C'est même pas obligé d'être des chaînes de caractères. On peut très bien le faire avec des valeurs. Donc,
Question, si on veut écrire l'expression nombre de parcelles sur le maximum nombre de parcelles, en mode classique, sans utiliser le dollar, sans Peux-tu utiliser le répéter? dollar, je veux le réécrire en mode classique, de manière classique. Ça va être quoi? Nombre Si je parcelles voudrais sur faire le... ça, tu parles? Oui, oui, cette ligne, la Je vais essayer. réécrire d'une façon ordinaire, oui. Non, Mhm. juste la ligne là où les nombres parcelles sur le nombre maximal de parcelles. Ça Une seule ici? instruction. Oui. Au lieu d'utiliser le dollar, on va omettre le dollar, on va l'écrire de manière classique. Oui, c'est Ça. exactement ce qu'on fait immédiatement. Comme ça ici, donc. Oui. OK. Le principe ici, là ici, il va falloir que... Il faut faire attention, par contre, en passant, ça, c'est des int. Hein? Fait que si on fait une division de int, il va falloir quelque part utiliser ce qu'on a vu comme le casting pour dire, ouais, donne-moi le résultat en double, là, parce que sinon, ça va être divisé, puis ça va juste couper. Là. Et à partir de là, on peut reprendre ça. Puis là, on voit ici que ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça nous donne une énumération de double. Puis quand on le fait afficher, on peut voir ici que ça me donne le ratio directement. Donc, j'ai généré des nouvelles informations pour chacun de mes éléments. Puis, je peux même le mettre à l'intérieur de tuple. Hein? Donc, le tuple, hein, qui est une structure qui me permet d'englober plusieurs informations facilement. Admettons, je pourrais dire, ben, je veux le ID du truck, puis je veux avoir son ratio. Hein, fait que là, ici, j'ai des parenthèses qui créent un tuple. Comme première information dans le tuple, j'ai le ID. Comme deuxième information, j'ai le ratio que j'ai calculé. Fait que j'ai maintenant les deux qui sont réutilisés par ici. Fait qu'on voit ici que le select permet de sortir une information directe de la liste d'objets, ou sinon d'en générer une, ou sinon d'en générer plusieurs que je peux regrouper ensemble avec un tuple. Hugo, c'est normal qu'il n'a pas reconnu le type de l'ID. Qu'est-ce que tu veux dire? Et si dans la déclaration de var ratios, là, comme Ouais. l'énumérable, il a mis ID, virgule double. Ouais, en fait, il a mis ID comme étant le nom de l'élément, mais si, admettons, on fait un petit hover, là, on voit que c'est quand même un int. Là. Il sait que c'est un int. OK. La façon de représenter. Ici, le principe, c'est que après ça, on peut, hein, quand on va utiliser des tuples, on peut aller chercher l'information spécifique. Hein, puis on avait item 1, item 2, item 3. Ben, quand je mets le nom d'une propriété, lui, il va automatiquement me donner le nom de la propriété comme étant un des éléments du tuple. C'est pour ça qu'il dit que c'est juste ID ici. Là. Sinon, il faut que j'utilise item 2. Là. Quand on travaille avec le tuple pour aller chercher la deuxième information, je pourrais lui donner un meilleur nom. Si on retourne voir euh, ici, il me semble qu'on avait les tuples. Non, on avait vu ça au début du deuxième. Ouais. On avait vu. On l'avait montré. Non, pas grave. Pas grave. Mais c'est pour ça ici qu'il y a juste le ID, là, c'est parce qu'on lui a donné un nom de propriété, puis lui, il l'a juste pris comme étant le nom que lui il peut utiliser par la suite.
Donc, il n'y a pas la notion d'alias. C'est le champ que le deuxième, donc la première partie c'est ID, la deuxième partie c'est la ration. Ben, Pour en fait, nommer la ration, c'est je veux item le 2. nommer avec alias, je veux le nommer ratio le même nom. Donc, ça sera Mhm. ratio.ratio. Est-ce qu'il y a une manière de nommer? Ici étant, je crois que oui. Blablabla. Bla, 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 bla. Juste un instant. Ici, je sais plus si on peut le remettre correctement. Ouais, il y a des manières de faire, mais c'est avec des éléments que nous, on n'a pas vus. Fait que on va le mettre de côté pour l'instant. Parfait. En fait, je sais pas si juste. Mais. Non, il est pas ça. Ok. Fait quoi ça? Pour l'instant, ça serait juste le item 2 qu'on pourrait directement utiliser. Comme ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Parfait. Donc, on a la possibilité d'utiliser le select de différentes manières. Là, pour l'instant, par contre, on sélectionne tout le temps nos différents éléments. On a la possibilité de seulement sélectionner. Ah, pardon, c'est moi qui s'est trompé. C'est avec un 2 points. On peut être capable de le faire. Ratio, 2 points. Ouais. Comme ça. Fait qu'ici, on peut utiliser quelque chose de même. Pour faire ce qu'on voulait tantôt, c'est le nom, tu peux mettre un 2 points devant à la place de l'item. Donc, on avait le principe qu'on sélectionne toujours tous les éléments pour l'instant. Ben, on est capable de limiter la sélection avec une clause qui va être le where. Donc, ça va me permettre ici de filtrer puis de seulement sélectionner les éléments qui répondent aux critères que je vais donner. Donc, on va se donner. On a le from. Puis, à partir de là, on peut rajouter un where qui va prendre une expression booléenne, une condition, qui va nous permettre de limiter qu'est-ce que nous, on va prendre à l'intérieur. Donc, je peux utiliser le T, qui va être chacun des éléments individuels. Fait que ici, je peux dire, il faut que le nombre de colis dans le camion soit plus grand que 0. Puis, si c'est le cas, select notre élément. Donc, ça ici, ça devrait sélectionner seulement les camions qui ont au moins un colis. Fait que le principe ici, c'est le where limite
le nombre de sélection. C'est des choses que hein, on est habitué, là. Peut-être faire attention à l'ordre des choses. Hein, le from va être en premier, le select va être en dernier, puis entre les deux, je vais avoir le where. Donc, si je roule ça, dans nos camions, on en avait deux hein, qui étaient avec des colis, mais le troisième avait 0 colis et ne sera pas sélectionné, va être filtré à travers la sélection. Donc, on est capable d'avoir du filtrage avec la commande where. Qu'est-ce qui est intéressant puis différent du SQL, c'est qu'on peut avoir plusieurs clauses avec le where. Donc, je peux avoir plusieurs clauses avec le where à la place de faire des combinaisons logiques. Je peux avoir différents where qui vont être appliqués un après l'autre. Donc, il va enlever tous ceux qui sont plus grands, qui ne sont pas plus grands que 0. Puis après ça, il va tester ceux qui sont avec le driver numéro 2. Là, c'est intéressant parce que si on regarde avec le filtrage, ben, il y en a combien qui sont conduits par le driver numéro 2, mais qui ont plus qu'un paquet? Il n'y en a pas. Fait que si on regarde ici, notre filtrage nous donne hein, une liste qui va être vide. Donc, quand je fais le for each, il n'y a rien qui va être affiché avec ça directement. Donc, on a le where. On peut avoir plusieurs where, OK? À la place d'avoir des conditions logiques, ça permet d'avoir un petit peu plus de lisibilité. L'autre chose qu'on est capable de faire avec les différentes clauses, on est capable de trier l'ordre des résultats. Fait qu'on peut faire ici. Fait qu'on a le Tank Trucks. Puis là, je peux dire Order by. Puis je peux utiliser une colonne, hein, ou en fait une propriété, qui va représenter l'outil qui va être utilisé pour ordonner les choses. Fait que ici, on peut y aller avec, mettons, le nombre de paquets. Pour être capable d'avoir ça de manière ordonnée. Une question de Saja. Oui, dans la requête précédente, quand on a fait deux where, c'est comme un and. Exact. Comment on fait le or? Dans ce cas-là, ça serait à nous de le mettre on fait nous-mêmes. Oui. Okay. Donc, c'est juste une manière alternative. Là. Pour le and, on ne peut pas mettre le symbole and. Tu peux aussi. C'est une autre manière de le faire. Oups, ici. Okay. Tu peux aussi y aller purement logiquement. C'est aussi possible. D'accord, merci. Fait que ici, on a fait en sorte qu'on triait les éléments par le nombre de colis que le camion avait. On peut voir ici, OK, on a directement juste le nombre. On peut utiliser le mot-clé descending pour le mettre dans l'ordre inverse. Donc, habituellement, c'est croissant. Donc, là, ça devient décroissant. Ça va mettre le plus gros en premier. Puis aussi, comme en SQL, on peut avoir, dans le cas d'une égalité,
on peut dire avec une virgule, s'il y a une égalité sur le premier élément, tu peux aller utiliser le deuxième élément si joint. Donc, on a ici la virgule. Si on avait le même nombre de parcels, on pourrait dire, va regarder ensuite le nombre maximum de parcels. Puis là, ici, on pourrait même aller en mettre d'autres tant qu'il y a une égalité. Si il y a une problématique, j'utilise tout le temps le prochain. Alright. Fait qu'on a le select, on a le where, on a le order by. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que cette syntaxe-là, elle est ajoutée au langage, mais elle est optionnelle. Donc, c'est possible de faire la même chose avec des appels de méthode. Donc, ici, si je prends cette commande-là, ici, là, le principe, c'est qu'il existe des méthodes qui font exactement la même chose. Où c'est que je peux partir de trucks, puis là, je peux avoir la commande where qui existe. Puis là, par contre, il va falloir regarder quelque chose de nouveau quand on regarde ces méthodes-là. Parce que cette méthode-là, si on regarde qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Si j'ouvre les parenthèses. Le principe, c'est qu'elle va recevoir une fonction. OK? Donc, la méthode reçoit en fait une autre méthode. Comment est-ce que nous, on peut envoyer une méthode dans une méthode? Excellente question. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir en fait la même syntaxe qu'on avait quand on avait une propriété qui était reliée à un autre. Donc, on dit, ça, c'est ce qui rentre, puis ça, c'est qu'est-ce que je fais avec. Okay? Le return de la chose. Donc, j'ai un where où c'est que j'ai les trucks qui rentrent, puis j'ai le test du where que je veux utiliser. Fait que je peux ici, et là, ici, je peux même le mettre sur l'autre ligne d'après, de la même manière que j'ai le where de tantôt. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le résultat de ça, je peux l'enchaîner dans un autre élément. Donc, j'ai le where, j'ai un order by, même principe, j'y envoie une fonction qui va le trier, puis après ça, j'ai un select. Qui fait la même chose, en fait. Je peux reprendre ce code-là. Ça et ça donne exactement la même chose. J'ai une question de Saja. Ou c'était ça la question? Oui, c'était que j'ai pas compris la deuxième. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Fait qu'ici, c'est juste le principe que les expressions de requête, c'est une syntaxe comme spéciale, mais on n'est pas obligé d'utiliser cette syntaxe spéciale-là. Je peux partir de ma liste, de mon objet, de mon énumérable, puis d'utiliser des méthodes bien normales d'orienter objet. OK, donc... ce sont des méthodes prédéfinies exact. qu'on les utilise, qui, dans la première, ça retourne la condition booléen, ça va retourner booléen dans la première? Ben, chacun de ces éléments-là retourne un booléen pour chaque truc qui va décider est-ce qu'il est sélectionné ou pas. Ouais. OK. Puis, on utilise ça dans la deuxième pour... Exact. Fait qu'en fait, c'est le même principe que qu'est-ce qui se passe ici. Là. Okay. Je pars de mon truck, je fais un filtre, de qu'est-ce qui est filtré, après ça, je l'ordonne,
Puis dans qu'est-ce qui est ordonné, je sélectionne un élément spécifique qui va me donner une réponse spécifique. Est-ce qu'il y a un avantage de ça? Ou bien Entre les deux, non. C'est ça, là. C'est équivalent. C'est vraiment juste lequel que tu es le plus à l'aise avec. OK. OK? Donc, le monde qui ont fait plus orienté objet, habituellement, sont plus à l'aise avec la syntaxe d'appel. Le monde qui ont fait plus d'SQL sont habituellement plus à l'aise avec les expressions de requête. D'accord. J'ai une autre question de Saïd. Oui, c'est juste par rapport à la deuxième syntaxe. Est-ce qu'il y a une logique derrière ça? C'est comme le T, il apparaît comme par exemple, la première approche, Mhm. le T, on le voit comme créé quand on fait le from, et après on travaille avec. Exact. Il apparaît comme from nowhere, puis comme l'affectation qu'on fait, on l'a déjà vu dans les autres cours, c'est comme on link deux attributs ou deux objets un à l'autre, mais ici, comme la syntaxe, est-ce que ça reste, ça garde la même logique? Je ne vois pas comme la Mhm. logique derrière ça. Bonne question. Donc, ici, le principe, c'est comme c'est de créer une mini-fonction où c'est que tu as un paramètre d'entrée. Puis là, c'est moi qui ai décidé que ça s'appelait T. J'aurais pu l'appeler banane ici. Là. Puis là, à ce moment-là, c'est à moi de l'utiliser. Le résultat que je veux avoir, ben là, ça va être banane. T'sais. Donc, qu'est-ce que moi j'ai rentré ici? C'est ça qu'il faut que j'utilise dans le restant. C'est une version miniaturisée de celle-là. On a dit qu'on mettait T ici pour l'utiliser plus tard. Ben ici, c'est le nom du paramètre que j'utilise pour l'utiliser plus tard dans la partie d'affectation. Est-ce que c'était ça ta question ou il y avait d'autres choses qui étaient... Oui, mais il est créé où? Parce que quand on fait banane pour un nombre par parcelle, donc ça veut dire qu'il est déjà comme créé quelque part. Mhm. OK. Ben, c'est ça l'affaire. Il n'est pas créé nulle part. C'est juste le nom qu'on y donne, juste le temps de présenter cette fonction-là. Le même principe ici, le T que j'écris ici, je ne l'ai pas déclaré nulle part d'autre. C'est pour dire, je le crée le temps de faire cette opération-là. Puis ça c'est quelque chose de nouveau d'aujourd'hui. C'est normal que ça... Mais sur la deuxième, il n'y a pas de franc pour Exact. ça. Donc, le principe ici, c'est que ça l'utilise ce qu'on appelle des... Est-ce qu'on peut supprimer la première, le var result, la première, carrément. Oh, oui, c'est ça. Il n'y a rien là-dedans qui est spécial. Là. Et ça C'est marche. deux équivalents. Là. J'écris un ou l'autre, ça donnait la même chose. Fait que le principe ici, c'est j'y envoie une fonction, puis c'est comme moi qui décide c'est quoi qui est dans la fonction. Là. Fait que j'ai Mais dit, il y a un comment savoir, paramètre. par exemple, le banane, c'est de type track? Uh-huh. Fait que le principe ici, c'est que puisque j'ai une fonction, là, ici, là, je l'ai mis de côté, là, mais le where, c'est qui vient de troc. Là. Ah, d'accord. Hein? Okay. Donc, lui, il sait que ça, c'est une liste de troc. Ah, d'accord. Okay. Fait que la fonction du where, qui prend un paramètre, le premier paramètre, c'est obligé d'être un troc. Ouais, c'est bon. Vas-y. Mais genre, le ouais, là, on passe une fonction à l'intérieur, puisque ça retourne quelque chose. Mm-hmm. Le principe, c'est que ce que ça retourne, ça va être en fait, si, admettons, j'enlèverais tout ça, là, ça serait directement une énumérable de troc, hein, où c'est que j'aurais rempli ces conditions-là. Est-ce que c'est ça ta question directe? Ouais, c'est ça. Donc, ouais, ça va. Puis là, le principe, c'est que de ce sous-ensemble-là de troc, je peux comme enchaîner d'autres opérations. Donc, de ce sous-résultat-là de troc, je dis, OK, ben là, j'essaie de le mettre en ordre. Puis là, je suis rendu avec des trocs qui sont ordonnés. Puis après ça, je fais un select qui me donne un énumérable de double parce que j'ai décidé de générer un double là-dedans. Donc, c'est ça qui se passe quand on travaille avec l'appel de méthode. C'est, encore une fois, c'est les mêmes opérations qui se passent,
c'est juste une syntaxe différente pour arriver au même but. Pourquoi est-ce qu'on parle un peu de la syntaxe d'appel de méthode? C'est qu'il y a certaines opérations qu'on ne pourra pas faire quand on travaille avec les expressions de requête. Okay? Particulièrement, qu'est-ce qui a rapport à de l'agrégation, là? Habituellement en SQL, on ne pourra pas directement le faire avec ces requêtes-là. Il va falloir utiliser des méthodes. Donc, il y a certaines méthodes qui sont juste reconnues comme des méthodes comme on a vu, là, le count. Hein? Je peux faire le count, puis ça me donne le nombre d'éléments que j'ai dans cette séquence-là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le count a aussi la possibilité d'avoir des conditions. Fait que je fais count, mais à l'intérieur de count, je vais lui donner une mini-fonction qu'on appelle une lambda. OK? Donc, une mini-fonction, fait que je dis, OK, j'ai un T, puis du T, je veux que le driver ID, ça soit égal à 1. Fait que je peux me mettre une condition qui va juste compter le nombre que moi je veux avoir. Hein, c'est comme d'avoir un where, puis ensuite d'avoir un count. Il y a aussi des méthodes any et all qui me permettent d'avoir des réponses booléennes à des conditions. Donc, le any, c'est pour n'importe quel. Dès qu'il y en a un qui répond à la condition, c'est comme un méga ou, là. Hein, ça va me redonner vrai. Puis j'ai le all qui va dire qu'il faut que tout le monde réponde à la condition. Donc, admettons ici, j'ai un exemple où j'ai au moins un colis, au moins un paquet. Donc, je peux utiliser le any. Puis je dis pour chacun des trucks, check si le nombre de paquets est plus grand que 0. Puis ça va me donner un vrai ou faux. Est-ce qu'il y en a au moins un qui répond à cette condition-là? Puis, je peux avoir le all qui va me dire, prends cette condition-là, puis essaie de l'appliquer à toutes les trucks. Puis, il faut que toutes les trucks répondent positivement pour que la réponse ultime soit positive. OK? Donc, lui, c'est comme un méga ou, lui, c'est comme un méga et. On a aussi la possibilité de sauter ou prendre juste certains éléments de la liste. Donc, on a le skip puis le take, là, qui est un peu comme le top hein, en MS SQL. Là. Prendre juste un certain nombre d'éléments ou sinon d'en enlever ou d'avoir un offset. Donc, en SQL, on a le offset puis on a le top, qui est l'équivalent du skip et du take. Puis finalement, on a aussi les différentes méthodes de statistiques. OK? Fait que trouver la moyenne, trouver la somme, trouver le min, trouver le max, c'est des choses qu'on peut avoir directement. Fait qu'en fait, quand on avait notre examen intra là, qui demandait la somme des différents salaires, ben, j'aurais pu utiliser la somme de la liste des employés à la place. Ça m'aurait fait une petite ligne de même, à la place d'avoir une variable, une boucle, une accumulation et ainsi de suite. J'ai entendu des sons, y a une question? Non? OK. Dernier point que je veux voir avec vous,
ça va être le principe de jointure. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très standard dans les bases de données qu'on va aussi pouvoir faire avec les expressions de requête. Donc, le principe, c'est on veut avoir des informations. OK. Fait qu'on va avoir le from. Puis, on va avoir le join. OK. Qui va être disponible. Fait que ça va ressembler à une jointure. Donc, en fait, ça va être des inner join. Là. Ça va être seulement les paires qui fit ensemble qui vont être retenus. Donc, on a le join, puis là, après ça, j'ai le on, où je vais dire sur quoi ça se join. Puis, à partir de là, je peux sélectionner ce que je veux. Là, il faut faire attention, je n'ai pas d'éléments communs aux deux. Là. OK? Je n'ai pas comme une table qui a tous les éléments. Il faudrait que moi-même, je la crée si je veux faire ça. Fait que je peux, mettons, dire, OK, voici la division, OK, de chacun des trocs. Fait que je peux voir ici, j'ai fait que j'ai fait une jointure, je les ai toutes gardées, puis j'ai fait un select en créant un tuple qui va avoir à l'intérieur chacun des trocs, ainsi que la division du conducteur de ce troc-là. Fait que je peux voir ici que j'ai mes trois tuples, mes trois trocs, qui ont leurs informations complètes, la partie de T. Puis après ça, on a la division du conducteur qui est représenté. Donc, j'ai réussi à faire une jointure entre mes deux éléments. Pardon, ça va moins bien mon affaire. Je me sens pas super. Fait que, heureusement, on arrive à la fin. Dernier élément, on a le principe d'avoir des variables intermédiaires. Donc, des fois, je veux avoir un petit calcul qui me permet de tester quelque chose, de pouvoir le réutiliser, de pouvoir ne pas avoir à copier-coller tout le temps le calcul. Donc, je peux avoir dans mon expression de requête un let. Donc, ça me permet de me mettre une variable que je peux définir. Puis à partir de là, je peux utiliser cette variable-là. Fait que je pourrais dire personFull plus grand que 0.10. Puis là, je peux dire select. Ce sont comme des alias. Exactement. Parfait. Puis là, je peux voir ici que ça a créé les éléments, ça a généré les bonnes informations, puis avec le where, ça l'a coupé ceux-là qui étaient à 0, puis ça m'a juste gardé ceux qui étaient plus grands que 0.10. Puis en fait, c'était juste 10. Je l'ai multiplié par 100, ça donne le même résultat. Alright. Fait que, avec ça, on est maintenant capable de faire des expressions de requête
qui va nous permettre de prendre des sources d'informations, chercher les informations que j'ai besoin, puis juste sortir les éléments que moi je veux avoir. Encore une fois, là, on est juste en lecture, hein? On va juste aller chercher de l'information déjà existante, puis juste aller en chercher une sélection. On va voir dans les semaines prochaines comment est-ce qu'on fait pour s'attacher à une base de données, puis avoir aussi un accès en écriture. Fait que, avec ça, on a, comme d'habitude, une série d'exercices. Donc, on a une mise en situation. Puis, pour la mise en situation, je veux qu'on réponde à la question avec pas d'expression de requête, avec les expressions de requête, puis avec les méthodes à la place, pour voir qu'est-ce que ça donne entre chacun. Donc, comme d'habitude, on a le restant de la période pour travailler là-dessus. On va mettre fin pour l'instant à l'enregistrement. On va fermer le Zoom pour que l'enregistrement soit disponible. Puis, en revenant, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez. Et pour le fichier d'exemple de cours, c'est juste pour l'envoyer. Oui, certainement. Je vais le mettre sur Léa dans les prochaines minutes aussi.